Europe 1 dimanche soir. Avec notre invité, le philosophe et académicien Alain Finkielkraut. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de cet essai « La seule exactitude » paru chez Stock. On va en parler en détail, mais d'abord, l'actualité ces jours-ci, c'est une région à feu et à sang. Deux peuples qui se font face, Israéliens et Palestiniens, dans un cycle de violence infernale. Avant de parler précisément de la situation et de votre regard sur ce qui s'y passe, est-ce que vous entendez, Alain Finkielkraut, une voix, une parole crédible à l'international pour tenter de peser sur ce conflit, pour calmer les choses? Après les accords d'Oslo, on a parlé de processus de paix. On s'est laissé bercer par cette formule. On assiste aujourd'hui à un processus inverse, de dégradation qui paraît inexorable. Il faudrait une voie pour aider à enrayer et même à renverser ce processus. La seule voie plausible, ce serait la voie de l'Amérique. Or, on entend à peine le président Obama comme si, d'une certaine manière, il avait jeté l'éponge. Je peux le comprendre, mais j'en suis très affecté. Oui, alors il va y avoir des rencontres quand même cette semaine. John Kerry va rencontrer Oui, Netanyahou et mais Abbas. il s'agit plutôt Mais c'est un peu tard, déjà. Il s'agit surtout de ce qu'on appelle même en Israël le conflict management, c'est-à-dire on gère le conflit pour qu'il reste de basse intensité, on ne prend pas le taureau de la négociation par les cornes. Mais est-ce que ce que l'on vit actuellement, c'est aussi le résultat d'une politique très à droite, extrême, de la part d'Israël, la politique de colonisation qui se poursuit quand même à l'infini? Laissez-moi un peu de temps pour vous répondre. Le conflit israélo-palestinien est un démenti à cette idée bête qui, comme le dit Régis Debray, enchante aujourd'hui l'Occident. Le monde irait mieux sans frontières. La frontière est ce qui manque entre Israéliens et Palestiniens, ce qu'il faut de toute urgence construire. Il ne s'agissait pas, en effet, de réunir deux peuples, il s'agit de les désintriquer. Cette nouvelle intifada montre que l'urgence est à la séparation. Et alors là, je vous rejoins au moins partiellement. Je suis accablé quand je vois que certains partisans de la colonisation en Israël, qui sont membres du gouvernement, pressent le Premier ministre de répondre aux agressions à l'arme blanche, de punir les Palestiniens par une relance des constructions. C'est absurde, c'est fatal, c'est évidemment une insulte, c'est fouler aux pieds le droit des Palestiniens à l'indépendance et c'est mener tout droit Israël au désastre, voire à la mort. Mais d'un autre côté, cette révolte palestinienne, celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le souci d'indépendance nationale? Ceux qui agressent des Israéliens au couteau aujourd'hui, à Tel Aviv même, et pas seulement à Jérusalem, et n'importe quel Israélien, si vous voulez, ne le font pas pour protester contre l'occupation ou contre l'absence de perspective politique, mais ils le disent eux-mêmes contre la présence de juifs sur l'esplanade des mosquées. On assiste à une réislamisation de la cause palestinienne. On va en parler. Alain Finkielkraut, juste une question. Vous avez parlé de frontières, mais est-ce que vous trouvez, honnêtement, qu'il n'y a pas suffisamment de murs, de barbelés, de barricades, de clôtures, de fermetures aujourd'hui ? Il faut une frontière entre les Israéliens et les Palestiniens. Il faut que les Israéliens démantèlent la plupart des colonies. S'ils gardent certaines colonies adossées à la ligne verte, ce devra être au prix d'un échange de territoire. Tous les paramètres de la paix sont connus, mais l'urgence est à la frontière. L'urgence est à la séparation. Simplement, quand des Palestiniens incendient le tombeau de Joseph à Naplouse, c'est même pas à Israël qu'ils en ont. Ils ne plaident pas pour deux États. Ils protestent de manière très ostentatoire contre la présence d'un État juif en terre d'islam. Et ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant. D'où la nécessité absolue d'enrayer le processus, comme je le disais tout à l'heure, avant qu'il ne soit trop tard. C'est très important. Vous avez dit il y a une réislamisation. Est-ce que selon vous, il y a aussi, puisque vous avez quand même dénoncé une partie de la politique de Netanyahou, est-ce qu'il y a une radicalisation
politique et même religieuse des deux côtés, puisqu'on sait qu'il y a des disons partis que, très extrêmes à ses Netanyahou, côtés. pour le moment, ne cède pas à ceux qui demandent comme de punir les Palestiniens en relançant la construction. Reste en effet qu'il y a une forme de radicalisation en Israël, que certains Israéliens, convaincus de leur bon droit, au nom de la Bible, eh bien, refusent toute idée de quitter une partie de la Judée-Samarie, et effectivement, ils sont de plus en plus nombreux en Israël. Le camp de la paix est très faible. Mais ce qui a affaibli le camp de la paix, c'est que, si vous voulez, chaque recul israélien a été payé cher par Israël. On démantèle les implantations de Gaza et on a le Hamas qui continue à vouloir la guerre alors que Gaza n'est plus occupé. Oui. On quitte le Liban Sud et on a le Hezbollah. D'où la faiblesse, si vous voulez, du camp de la paix en Israël. Oui. Et du coup, on n'a pas suffisamment fait pression, c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur Israël, et notamment au plan international. La France est absente, selon vous aussi. C'est Beaucoup trop l'Europe là qui devrait être présente et qui devrait faire pression sur les uns et sur les autres. Moi, je suis quand même très inquiet de voir en France et à Paris, à Londres, des manifestations de soutien à la résistance palestinienne. Oui, hier à Paris, à agression Lille, au couteau incluse. Parce que ça, si vous voulez, c'est de très mauvais augure pour les Juifs de France. Donc, si pression il doit y avoir, elle doit se faire sur les uns et sur les autres pour les contraindre de retourner à la table de négociation et évidemment, à un moment donné, pour contraindre Israël à faire ce qu'a fait Ariel Sharon, eh bien, démanteler un certain nombre d'implantations en Cisjordanie pour preuve de leur bonne foi. Et la situation semble inextricable. Alain Finkielkraut, une question simple. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir d'Israël ? Bien sûr. Je pense que les Palestiniens ont droit à un État. Bien, j'espère simplement que c'est encore cela qu'ils veulent et pas et qu'ils ne sont pas pris simplement dans une sorte de fureur religieuse. Mais je crois que Israël, si vous voulez, n'a pas d'avenir. Si la situation continue à se dégrader. Parce que le sionisme, c'était pas cela. C'était un État juif où les juifs sont majoritaires. Aujourd'hui, les partisans de la colonisation sont en train de construire un État où les juifs deviendraient minoritaires et de plus en plus exposés. Donc je suis très très inquiet pour l'avenir d'Israël. Oui, inquiet pour Israël, également pour la France, également avec des conséquences dans ce que vous appelez les territoires perdus de la République. Vous l'aviez évoqué dans l'identité malheureuse, votre précédent livre. Parce que justement, l'inexactitude dont je parle, c'est de considérer que nous vivons le grand retour des années 30 et les musulmans sont l'objet de la haine dirigée autrefois contre les juifs. Cette vision des choses fait l'impasse sur une réalité de plus en plus massive, c'est-à-dire la montée l'expansion, la généralisation même de l'antisémitisme dans les territoires perdus de la République. Et cette réalité, beaucoup de gens ne veulent pas la voir. Et cet antisémitisme est nourri par le fantasme de l'identification à la Palestine. Et effectivement, à chaque fois que la situation se tend, se durcit, se radicalise entre Israéliens et Palestiniens, il y a un risque je crains d'exportation. les conséquences en France. C'est pour ça que j'ai dit que ce soutien à la résistance au couteau a quelque chose de terrible, d'horrible et de très inquiétant. Et vous faites bien de le rappeler, il y a ces terribles attaques, Alain Finkielkraut, des attaques au couteau qui finissent automatiquement, d'ailleurs par la mort des assaillants. Elles sont condamnées, condamnables, mais il y a aussi le désespoir d'un peuple palestinien. Est-ce qu'il vous touche ? Est-ce qu'il résonne en vous ce défaut d'espérance d'une jeunesse palestinienne ? Je pense, si vous voulez, ce qui résonne en moi, c'est l'aspiration des Palestiniens à la liberté politique. Ça, cela résonne en moi. Cette aspiration, je la partage avec eux et je milite depuis maintenant plus de 30 ans pour la solution de deux États. Mais quand, au nom du désespoir, on incendie le tombeau de Joseph et on agresse au couteau des civils, non, là, je n'arrive pas
à suivre. Et j'impute cela bien davantage au fanatisme qu'au désespoir. Alain Finkielkraut, revenons sur la situation française, avec la France qui offre des images quand même terribles, frappantes, des chemises déchirées d'Air France, une grande manifestation de policiers. Certains disent, comme en mai 68, et vous connaissez bien, c'est la chienlit en France. Vous qui incarniez la chienlit en fait à l'époque en 68, comment vous prenez cela ? Je n'incarnais rien du tout en 68. J'étais un fantassin, j'étais un anonyme. Je suivais le mouvement. Je n'en tire ni honte ni gloire. C'était comme ça. Mais c'est un terme qui était mal choisi en 68, bien que prononcé par le général de Gaulle, que j'ai appris depuis lors à réhabiliter. Et c'est un terme qui ne convient pas à la situation actuelle. Mais je crois que d'un autre côté, certains, et c'est une des formes de l'inexactitude que j'essaye de dénoncer en appelant les gens à mettre leur montre à l'heure, je crois c'est à tort qu'on voudrait nous faire vivre, à la faveur notamment de ce qui s'est passé à Roissy, dans un climat de guerre de classe. Ce n'est pas vrai. Parle de capitalisme prédateur ultralibéral, l'État-providence est là, jamais le niveau de dépenses publiques et de dépenses sociales n'a été aussi important, les collectivités locales sont ruinées par le RSA, et Air France n'est pas une entreprise au service de l'avidité de ses actionnaires, c'est une entreprise qui se débat dans un climat concurrentiel absolument terrible, et qui essaye de sauver les meubles et le maximum d'emplois pour d'ailleurs, je crois, faire en sorte de recréer des emplois à l'avenir. Mais alors pourquoi il y a des bouffées de tensions violentes, Alain Finkielkraut ? Pourquoi il y a des crispations, des mécontentements ? Je pense qu'il y a, si vous voulez, un climat de toute façon de plus en plus haineux aujourd'hui, et il y a des gens qui s'en réjouissent. Il faut qui préfèrent en quelque sorte, comme si c'était une preuve de lucidité de la classe ouvrière, la violence au dialogue social. Bon, mais il y a de la violence aussi dans les écoles. Il y a des incivilités partout, et ça peut toucher aussi certains comités d'entreprise. Mais je crois qu'on n'a aucune raison de flatter ce genre de passion. Ça ne mène à rien. Moi, je me souviens d'une tribune, il y a 1 an, je crois, en septembre 2014, en Libération, intitulée « Si j'étais François Hollande ». Et si on renouvelait l'exercice, cette tribune, elle est de vous. Si vous étiez le président de la République, que feriez-vous dans cette situation sociale où tous les feux s'allument et les conflits couvent ? Non, d'abord, tous les feux, mais c'est des feux de partout. Parce que quand les policiers, si vous voulez, manifestent, ils le font sans violence, et ils le font pour protester contre le laxisme de la justice, contre le côté mur des cons de la chancellerie, si vous voulez. C'est-à-dire, les délinquants sont les vraies victimes. Il y a un côté comme ça. Et les policiers n'en peuvent plus parce que c'est une manière de dévaloriser complètement leur propre travail. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, il y a ce cégétiste héroïsé parce qu'il n'a pas serré la main de François Hollande. Il est vrai qu'il ne l'a pas insulté, qu'il lui a parlé assez normalement ensuite, mais il n'y avait peut-être pas de raison de l'héroïser de manière particulière, et je ne suis pas sûr que l'attitude, si vous voulez, le tout ou rien de la CGT actuelle aide à sortir la France des difficultés économiques dans lesquelles elle se trouve. Là, vous m'amenez à m'aventurer un peu au-delà de ma compétence. Ce qui serait important, c'est que l'exécutif manifeste un peu d'autorité, de continuité. C'est-à-dire, un jour, on dénonce les violences de Roissy, et puis le lendemain, on a l'air de vouloir les comprendre. Mais vous savez, cette espèce de flou, comme si les médias dictaient, si vous voulez, leur réaction aux politiques. Et ça, c'est pas bien. C'est aussi parce que le gouvernement, et on peut le comprendre, sa plus grande crainte et angoisse, c'est de perdre sa base électorale, ce que l'on appelle le peuple de gauche. Et je crois que la plupart des gens, le peuple français, a été plutôt indigné par cette tentative de lynchage de cadres d'Air France, de directeurs de ressources humaines. Ce n'étaient pas des actionnaires qui s'en mettent plein les poches. Et donc, je ne vois pas très bien ce que un gouvernement pourrait gagner à avoir une attitude un peu compréhensive
à l'égard de ce genre de comportement. Oui, on y reviendra tout à l'heure dans notre débat avec Jacques Julliard. Un mot peut-être sur l'Allemagne, avec la tentative d'assassinat hier de la candidate à la mairie de Cologne, qui œuvre beaucoup pour l'accueil des réfugiés. C'est la crainte d'un grand clivage entre pro et anti-migrants qui s'annonce, selon vous, Alain Finkielkraut? Alors, d'abord, Oui. il faut le dire, cet acte est inqualifiable. Et en même temps, il traduit quelque chose, un phénomène sous lequel que nous subissons tous, qui est la planétarisation. Vous vous réjouissez de vivre dans un monde sans frontières, mais évidemment, rien ne se passe dans son coin. C'est-à-dire qu'il y a des effets de contagion mimétique. Les Palestiniens agressent des civils israéliens au couteau, ça donne des idées à un raciste allemand qui fait la même chose. Avec un énorme couteau, oui, on l'a Et vu. qui fait la même chose. Mais j'ai peur, si vous voulez, que cet acte terrible, eh bien, ne renforce en nous justement cette inexactitude dont je parlais tout à l'heure. Comme s'il y avait deux Allemagnes. La bonne Allemagne merkelienne qui est ouverte à l'autre, et la mauvaise Allemagne hitlérienne qui est l'apologie de la force vitale et la haine de l'autre homme. Les choses ne sont pas ainsi. L'Allemagne a connu un moment d'ivresse morale. Ils étaient les brutes, ils deviennent les bons, sauf que les Allemands ont la gueule de bois aujourd'hui. C'est le président du SPD qui dit « Nous ne pouvons pas continuer à accueillir autant de réfugiés, c'est une question de cohésion nationale ». Et le président de la République, Joachim Gauck, n'a pas osé désavouer Merkel, mais il a dit qu'il y avait un certain nombre de principes sur lesquels l'Allemagne ne devrait pas revenir. 1. L'égalité des hommes et des femmes. 2. L'identité des homosexuels. 3. La lutte contre l'antisémitisme. 4. La reconnaissance de l'État d'Israël. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que ces principes sont bafoués, piétinés, récusés par une grande partie des réfugiés. Voilà pour la situation en Allemagne. Pour conclure cette première partie, une question un peu plus personnelle. Vous avez parlé tout à l'heure d'un climat de haine et même de lynchage. Vous vivez comme un penseur en milieu hostile, vraiment? Parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu le chouchou des médias, invité partout. Alors oui, ici c'est tout à fait notamment extraordinaire. C'est-à-dire, ma tête est mise à prix sur tous les murs de la ville, et quand je me plains, on dit regardez, vous êtes partout. Le problème, c'est que je suis partout pour dire sur le Libération de samedi, on voit un type qui jette une pierre sur une télévision où il y a le visage de Zemmour. Ils ont mis Zemmour. Mais en fait, quand on lit tous les articles, eh ben, il y a moi tout le temps. Donc, si vous voulez, mes thèses, mes réflexions ne sont pas contestées, si vous voulez. Elles sont... je suis destitué, je suis lapidé par une partie... Lapidé, vous y allez fort. La pierre, on va voir. Pierre, c'est une lapidation. Oui. Donc, j'ai la possibilité de m'exprimer, j'ai le droit de réponse et j'en profite. Mais je trouve que le climat intellectuel s'est durci, s'est tendu, et j'espère qu'on pourra y revenir. Absolument. On est revenu à une époque où on traitait les ennemis de hyènes lubriques et de ravusqueux. Là, maintenant, on dénonce mes pensées nauséabondes et mes intentions putrides. On va y revenir. La seule exactitude chez Stock, Alain Finkielkraut, qui est notre invité jusqu'à 19h30. On marque une pause. Dans un instant, le point de 19h. Et puis ensuite, le débat avec Jacques Julliard.